J'ai enseigné dans plusieurs universités. C'est la catastrophe ce qui se passe dans les pays africains, dans la plupart des pays africains et notamment au Cameroun. Quand vous voyez ce qui est au programme, c'est-à-dire que nous payons les impôts pour détruire la mémoire de nos enfants qui doivent prendre le relais. Puisque nous-mêmes, notre mémoire a été détruite, nous continuons sans le savoir. Donc moi, je consacre mon temps à reconstituer cette mémoire, à collectionner, comme dans cette bibliothèque, tout ce qui peut aider l'Africain à savoir qui il est, qu'est-ce qui lui est arrivé, quelle est sa contribution en économie, en astrologie, en physique, quelle est sa contribution depuis l'origine de l'humanité. Ce politologue tient ce discours après avoir quand même vécu près de 40 ans en Allemagne et en France. Un séjour au cours duquel sa vision de l'Afrique va prendre un sérieux coup. C'est que je me suis toujours posé une question, mais qu'est-ce qui nous est arrivé? Pourquoi avec les Noirs là, ça ne va pas? Partout où tu viens, dans tous les pays où tu viens, tu vois que les Noirs là, ils sont toujours en train de se débrouiller là. Que les vraies structures sont gérées par les autres, par les Européens, etc. Même chez eux, même les Africains. Mais je dis, mais qu'est-ce qui leur est arrivé? Moi, depuis l'enfance, ça m'a préoccupé. Bon, et comme Dieu fait ces choses, moi, mes parents m'ont envoyé en Allemagne à l'âge de 15 ans. J'avais 15 ans seulement. Hein. Alors, quand je vois comment les gens sont organisés, structurés, disciplinés, l'économie marche, et je suis venu en Allemagne, c'est-à-dire après la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, le pays était détruit. Je suis venu là-bas en 1961. Juillet 1961, je suis arrivé en Allemagne. J'ai vu, là, vous voyez encore comment les bombes avaient détruit les maisons, etc. Et après, petit à petit, vous voyez que ce pays se relève. Comment? Et ils deviennent encore les premiers en Europe. Mais, donc ça me préoccupe. Moi, ce jeune-là, je dis, mais eux, comment ils font? Tu vas au Cameroun, tu vas au Nigeria, tu vas même en Europe, tu vois que les Africains sont toujours en bas là. Donc il fallait que je me dise, mais je veux comprendre. Est-ce que nous sommes maudits? Est-ce que nous sommes moins intelligents? Tourmenté par ces concepts, à l'époque très raciste, le jeune prince va finalement trouver sa voie en dépoussiérant les reliques de ses ancêtres rangées dans les bibliothèques allemandes. J'ai commencé à fuir, j'ai tiré une fierté terrible. Vous vous rendez compte, je tombe sur les documents où le chancelier allemand envoie les gens ici pour leur dire non, on a tout fait pour vous là, pour l'expropriation, on a tout fait, vous allez aller à Nobel, vraiment on a tout prévu pour vous les Noirs, ne vous fâchez pas. Et les chefs disent, allez dire au chancelier que nous avons entendu tout ce que le Reich a dit, mais nous ne sommes pas d'accord. Et je vois comment les gouvernements africains là, face aux Européens, etc., c'est-à-dire font des quoi là, des salam aleikum. Donc tout ça, ça m'a travaillé. Ça m'a travaillé. Et c'est de là aussi où j'ai tiré ma force. Que si mes parents, où je reconnais leur signature, etc., ont, à l'époque, c'est comme mon grand-père même, Koumamba, n'est-ce pas? Vous voyez son tanguay là, son tanguay que les Allemands ont dérobé en 1884 parce qu'il a écrit, il a signé que lui ne veut pas la colonisation chez lui. Il ne veut pas les Allemands chez lui. Et que même avec tout l'argent qu'on lui a proposé pour le corrompre, il ne veut pas cet argent-là. Mon grand-père, on appelait Koumamba, on nous avait dit qu'il avait mis le drapeau d'Allemagne à terre, arraché 2 aliments et attaché, jeté à la mer. Et mon père, vous comprenez ce qu'on appelle Camberto. Il y avait un gouverneur ici, on appelait Berto. Il voulait que tu pêches, tu lui amènes, il vend, il te paye. Tu coupes même l'arbre, le bois à la rivière, c'est lui. Mon père était fâché. Il a opposé. Il a tout fait qu'on enlève l'homme là ici au Cameroun. Donc s'il a ça, c'est son sang. Parce que nous sommes libres de la vérité. Mais quand tu lis ça, que c'est ton père, c'est ton sang, toi tu vas faire comment? Tu vas faire autrement? Non, c'est de là que c'est né. Et j'ai donc juré
j'ai juré vraiment quand j'étais à l'école, donc en Europe, c'est-à-dire en Allemagne et en France, que je ne veux pas qu'à l'école un blanc soit devant moi. Moi, particulièrement, j'ai trouvé son œuvre fascinante. Elle a été écrite en français, en allemand et en douala. J'ai apprécié l'autre vision du monde et de l'Afrique, écrite par une auteure africaine, une professeure d'histoire et une professeure des sciences politiques. Il a eu beaucoup de succès en Autriche. Cependant, ces multiples navettes effectuées dans le monde n'étaient pas du goût de ces enfants qui avaient énormément besoin de leur père pour affronter les réalités de la vie. Bon, bien sûr, il y a des critiques, mais en même temps, chaque chose a son bon côté et son mauvais côté. Mais prenez d'abord mes propres enfants. Mes propres enfants qui veulent voir leur père. Hein? Et puis moi, je n'ai pas fait 2 enfants, hein? J'en ai fait 9. C'est pas peu, hein? Et donc on veut voir papa. On veut que papa soit là, etc. Et bon, on dit, bon, papa à Oslo à une conférence. Bon, l'enfant rentre, il a des soucis à l'école, etc. Et il dit, papa est où? Papa est parti à Paris. Bon, mais on essaie de gérer avec la modernité. Moi, j'ai toujours le téléphone à côté de mon lit quand je me déplace parce que il ne faut pas qu'on me dise que l'enfant a la fièvre et je ne suis pas au courant pour gérer. En tout cas, qui aime bien châtie bien. Et il nous aime beaucoup. Et il n'aime pas la médiocrité, il n'aime pas l'à peu près. Il aime le bon travail parce que lui-même il est travailleur, il est très travailleur, il est très bosseur. Il a toujours été. Et je me rappelle qu'un jour dans ma jeunesse, bon, nous on avait toujours l'habitude d'aller jouer aux jeux dans les salles de jeux, les jeux arcades. Moi et mon frère, on avait toujours cette malignité de sortir et de se faufiler et d'aller jouer alors qu'il nous avait interdit de jouer. Donc, et je me rappelle qu'un jour, il a envoyé des espions, c'est des espions qui sont nos cousins, aller nous pêcher là où on était pour nous ramener à la maison. Et puis, on a passé un quart d'heure pas très agréable, ce qui est très courant, ce qui est normal. Mais en même temps, donc, vous avez ces critiques-là. Bon, vous avez ces critiques, par exemple, aussi au niveau des Belles et Belles, et je me rappelle encore, en 94, etc. Ils sont, le sous-préfet, non, c'était le préfet de l'époque, il est allé jusqu'à dire que je n'habite pas ici, j'habite à Berlin. Mes 2 femmes étaient ici avec tous mes enfants. Et il a commencé à dire, est-ce que Berlin est un quartier de Bonne-Amérique? Bon, ça si vous voulez, donc voilà le genre de critique, mais en même temps, si vous voyez qu'il y a une fondation ici, où les gens viennent du monde entier, voilà l'avantage aussi, que vous êtes là, dans votre petit village, mais les gens viennent du monde entier parce qu'ils veulent acquérir des connaissances. Ces personnes, assoiffées de connaissances, viennent aussi des 4 coins du Cameroun. Le prince Kouma Doumbé III est aujourd'hui une icône pour ces jeunes qui ont été véritablement transformés au lendemain de leur rencontre avec cet écrivain dans les couloirs des amphithéâtres et lors des conférences internationales. Pendant même cette rencontre, j'étais avec un Sénégalais, M. Madiou, qui a rencontré le prince il y a de cela 33 ans dans une conférence en Autriche et où Léopold Sédar Senghor devait intervenir. Et c'est ce qu'il a dit lors de la rencontre, que le prince était le seul à s'élever contre le discours de Senghor. Et quand il a appris que le prince Kouma Doumbé III était en Autriche, il a effectué le voyage pour le rencontrer à l'hôtel Sainte-Virgile où la conférence avait lieu. Quand les étudiants l'écoutent, ils comprennent qu'ils ont beaucoup à apprendre et qu'ils ne peuvent pas seulement se contenter de ce que le système éducatif, des enseignements ou bien des curricula que le système éducatif impose aux étudiants. Donc ces cours sont toujours très intéressants, très enrichissants. Et moi particulièrement, j'ai été très transformée par ma rencontre avec lui. Aujourd'hui, par exemple, je suis fière d'être africaine. C'est-à-dire que cette décolonisation mentale-là, je la vis. Je suis très fière d'être africaine et je suis très fière de prendre part à ce combat pour la renaissance africaine. La renaissance de l'Afrique est donc en marche et le prince Kouma Doumbé III s'est engagé dans son testament de jeune africain à éclairer la lanterne de l'homme noir. Il faut comprendre que nous sommes à un tournant de l'histoire au niveau de l'humanité.
l'Africain qui a la mémoire effacée, sa mémoire est en train de revenir petit à petit. C'est-à-dire qu'il y a maintenant des instruments qui sont à sa disposition pour que cette mémoire soit réactivée. Donc, en réalité, je peux dire aujourd'hui que l'Afrique s'annonce au rendez-vous la tête haute. L'Africain n'a plus besoin de baisser les yeux. Quand il rencontre un Américain, un Chinois ou un Français, il peut le regarder la tête haute, mais pas de manière désinvolte, parce qu'il sait. Demain, je ne serai plus sur cette terre. Mais l'essentiel, c'est que j'ai laissé à la jeunesse, aux descendants, des repères forts et sûrs. C'est-à-dire qui sont quand même d'un nombre de science, mais qui a une écriture d'écrivain, c'est-à-dire pour que le message passe. Malgré ce manque de reconnaissance au niveau national, le prince Kouma Doumbé III ne baisse pas les bras. Cet homme, qui confond le sens de sa vie au sort de l'Afrique, continue de se battre corps et âme pour le développement endogène et émancipateur du berceau de l'humanité. Vous avez vu... Oui, j'ai été très... Voilà, vous avez vu le document. Oui, surpris des réactions. Oui, justement. Il y a votre sœur aînée, j'ai vu, quand elle parlait, là. Ah oui, je ne connaissais pas du tout cet élément-là. Ouais. La sœur aînée du prince. Oui, mais parce que c'est ça. Nous avons vécu dans la résistance. Oui. Bon, elle a plus de 80 ans. Bon, elle connaissait... je ne sais même pas si elle a connu le grand-père, parce que le grand-père, déjà moi en 1916, l'Oc prison. Oui. Mais disons que surtout mon père aussi, qui était toujours dans la résistance, elle parle de Berthaud, là, n'est-ce pas? C'est un gouverneur qui disait que bon, quand tu fais la pêche, maintenant il faut payer l'impôt. Quand tu fais ceci, il faut payer. Mon père dit comment? Moundiamoua, sur notre fleuve, maintenant un blanc vient, il dit que quand tu as pêché le poisson, il faut lui donner l'argent. Il a écrit une lettre. Et on a cherché mon père partout. Comme il avait utilisé une machine à écrire, on a cherché dans cette machine à écrire partout. Il allait se cacher à Bombari chaque fois que les policiers venaient. Donc, ça, et puis après, il était dans l'UPC. Nous, dans la famille, on nous a inculqué que tu es là pour servir ton pays. Tu es là pour servir ton peuple. C'est-à-dire que tu n'es pas là pour prendre. Malheureusement, je ne sais pas ce qui s'est passé depuis les indépendances. Là. Quand on te donne un poste, c'est pour prendre. Et non, ce n'est pas pour servir. Bon, mais je crois que les choses vont changer. La dame autrichienne, c'est l'université là-bas de Vienne qui m'avait invité à une grande conférence. Oui, justement. Et elle est enseignante dans un lycée et elle avait amené ses lycéens à cette conférence-là. Et c'est là où elle a donc découvert tous mes livres en allemand et elle n'en revenait pas parce qu'elle a dit qu'elle n'avait jamais sous le charme de... Elle n'avait jamais lu quelque chose comme ça dans sa langue. Et maintenant, ils peuvent lire ça sans avoir besoin de traduction, puisque c'est écrit dans leur langue maternelle en allemand. Donc c'est comme ça. Alors, ce qui est intéressant, ce qu'on a vu un peu là avec M. Kochka, c'est que le ministère de l'Éducation nationale de l'Autriche a invité les professeurs de toutes les régions de l'Autriche pour qu'ils viennent découvrir l'œuvre d'un Africain que je suis, mais qui est en allemand. Et donc, ils ont organisé un séminaire où donc, j'ai eu le plaisir de montrer tous mes 13 livres pour que ces professeurs-là, maintenant, voient comment ils peuvent intégrer mes livres dans leurs cours en Autriche. Alors, bien sûr, je ne sais pas, je rêverais d'un séminaire comme ça dans mon propre pays. Bon, j'ai écrit quand même 73 livres, mais est-ce qu'on en tient compte? 13 en allemand. Oui, 13 en langue allemande. Bon, mais je crois que les choses sont en train de bouger parce que ce que j'ai compris, c'est que ce groupe-là est en train de vouloir demander au ministre de l'Éducation du Cameroun de faire quelque chose d'analogue de ce qui s'est passé à Vienne, où le ministère a invité les enseignants de toutes les régions. Alors eux, ce qu'ils ont proposé, d'après ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'ils veulent proposer au ministre de l'Éducation nationale du Cameroun d'inviter les professeurs d'allemand de toutes les provinces pour découvrir ce qu'un Camerounais a écrit en allemand et qui est déjà utilisé dans les universités allemandes, dans les écoles en Autriche, etc. Alors finalement, est-ce qu'il faudrait donc une intervention toujours internationale pour qu'au Cameroun, on puisse accepter cette diaspora qui travaille énormément sur ce plan-là? C'est un problème, comme j'ai dit, nous avons été détruits par le mental.
Il faut que ça prenne le temps pour reconstruire le mental. Bon, si ça, ce n'est pas une intervention internationale, tant mieux. Mais je pense que vous avez vu mon ancienne étudiante, là, c'est ce qu'elle a dit, qu'elle-même, elle a été transformée. C'est le terme que j'ai entendu. Donc, il faut qu'ils se battent dans leur propre pays. Nous devons nous battre. C'est pour ça que moi, je dis que je ne vais pas habiter ailleurs. Je ne vais pas habiter en Europe, en Amérique. On me demande, j'ai dit non, j'habite ici. Et j'habite au Cameroun, et j'habite à Douala, dans mon village. Donc, c'est en faisant ça qu'on peut... Vous m'avez rencontré où? Vous m'avez rencontré ici, dans mon village. Hein? On dit que nous sommes les gens de Matoutou, c'est-à-dire les gens un peu de la brousse, là, à Bonabéry. Bon, vous m'avez rencontré dans ma brousse de Bonabéry. Pour avoir tout ceci, c'est ça la contribution. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut accepter. C'est dur d'être ici, très dur. Surtout quand vous refusez les magouilles, là, vous refusez d'aller prendre l'argent que vous allez voler. Si vous refusez ça, c'est très dur, mais il faut quand même être là. Parce que c'est le prix à payer pour ce demain qui est déjà presque à la porte. Ok. Prince, une image vous aura sûrement retenu votre attention dans notre meilleur de la télévision. Ben le siège de Banga Pongo, on voit juste les piquets, c'est ça? Et ça, c'est pratiquement à Douala, ça. Oui, oui. Banga Pongo, c'est... Oui. Pouf, il y a du travail à faire. Hein. C'est ça que je disais tout à l'heure, que qu'est-ce qui se passe? Que là où il y a les Africains, on rencontre toujours ce genre de souffrance. Or, les Africains sont dotés de pays bénis par Dieu où il y a tout. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'il y a un problème. Et ce problème, moi, j'ai dit que c'est d'abord un problème mental. Oui. Parce que quand vous enlevez votre mental, vous ne pouvez même pas construire. Comment... Le Cameroun est un pays tellement riche. Nous sommes tous Cameroun. On sait la richesse de ce pays. Comment tous les autres viennent, les Chinois, les Français, tout le monde vient. Mais comment ça se fait? Les dragons les 4 dragons, ils nous ont devancés déjà, là. Les Africains sont à la traîne. Mais pourquoi à la traîne? Parce que les autres, on ne leur a pas enlevé leur mémoire. Même si les autres ont pu être dominés, colonisés à un moment ou à un autre, on n'a pas réussi à leur enlever leur mémoire. On n'a pas réussi à leur enlever leur spiritualité. Il n'y a que les Africains. Donc, et moi, je voudrais vraiment que les gens prennent ça très au sérieux. Ce n'est pas des slogans que je lance, ce ne sont pas des propagandes. J'ai vécu en France, j'ai vécu en Allemagne, j'ai vécu dans plusieurs pays, et j'ai vécu toujours dans ces pays dès le bas âge. L'éducation qu'on te met dans la tête, c'est d'être quelqu'un qui gagne, que tu appartiens à un peuple qui gagne, que tu appartiens à un peuple qui a construit l'histoire, que tu appartiens à un peuple qui a eu des savants. Chez vous, c'est le contraire. Donc ça veut dire que vous pouvez avoir toutes les richesses que vous voulez, mais vous aurez toujours des Banga Pongo un peu partout. Vous serez toujours dans l'informel. Parce qu'on ne vous a pas dit que c'est vous qui avez inventé ceci. On ne vous a pas dit que vous avez construit petit à petit depuis des millénaires. Oui. On ne vous a pas dit ça. Donc tu vas toujours chercher la solution ailleurs. Mais quand le Français, lui, il a trouvé une solution, ce n'est pas pour toi. C'est pour que ça fonctionne bien chez lui. Oui. Quand l'Américain a trouvé une solution, c'est pour que ça fonctionne bien chez lui. Quand toi, tu vas maintenant aller prendre cette solution-là, tu vas dire que ça va être bien chez moi. Hein. Mais tu ne sais pas que la solution, là, c'est pour qu'eux, ils soient bien. Donc, quand tu appliques ça chez toi, c'est à eux que ça va faire du bien et toi, tu vas toujours rester dans ton sous-développement. Donc, je crois que aussi bien les chercheurs, les intellectuels, ceux qui nous gouvernent, il faut prendre cela très, très au sérieux et changer d'urgence. Okay. Ça ne veut pas dire que maintenant, on va aller contre les autres. Pourquoi ? Mais on va être pour nous-mêmes. Oui. Et on va... Pourquoi moi je suis équilibré? Moi je suis parti en Allemagne. Voilà justement ce que j'allais dire. Vous étiez à un moment au contact avec la civilisation occidentale. Mais seulement en contact. Moi j'ai eu des parents allemands. Oui. J'ai eu une mère allemande, un père allemand dès que je suis arrivé là-bas en 61. Et jusqu'aujourd'hui, cette famille-là, nous sommes très très liés. C'est-à-dire que si le fils de ma sœur allemande, blanche, veut se marier, il amène d'abord sa fiancée ici pour montrer ça à la famille à Bonabéry. Ça veut dire que je connais, mais vous voyez que je suis bien africain, bien enraciné.
Parce que dans notre famille royale, tu montes, tu descends, c'est-à-dire que cette éducation-là, on te la donne. Avant même que tu aies l'âge de 13 ans, elle est déjà terminée. Oui. Et c'est ça qui m'a aidé. Que même quand je suis parti là-bas, je suis resté, comment dirais-je, enraciné. Et c'est pour ça que je suis capable de construire. Je ne suis, moi, si j'ai écrit 73 livres et que dans ces 73 livres, les Européens en lisent, que ce soit les Français, ceux qui en français, les Allemands et les Autrichiens, ceux qui en... Ben, ça veut dire que je construis. Je ne suis pas l'Africain qui est toujours là pour attendre que l'Européen écrive pour que lui lise et essaye d'appliquer. Non. Et c'est ça qu'il faut. Bon, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos gouvernements, ça c'est un petit exemple, nos gouvernements, quand j'écris un livre comme « L'Afrique s'annonce au rendez-vous, la tête haute », vraiment, je lance un appel à tous nos chefs d'État africains que ce livre vraiment soit, que eux-mêmes, les chefs d'État, lisent le livre de chevet? Mais pas le livre de chevet, mais qu'ils lisent ce livre, parce que je pense... Plutôt qu'un autre livre qu'on connaît bien. J'ai écrit plusieurs livres, mais je crois qu'il y a 2 qui sont une urgence aujourd'hui. L'Afrique s'annonce au rendez-vous, la tête haute. Et puis le deuxième livre, 50 ans déjà, quand ce sera enfin votre indépendance. Voilà, parce que c'est les chefs d'État qui sont quand même la tête. C'est eux qui ont les leviers de commandement. Si eux, ils ne connaissent pas tout ça, comment ils vont gérer le reste? Et nous sommes, après les 60 ans ou 50 ans des indépendances, il est grand temps maintenant que ce que le génie africain produit, que ce soit maintenant implémenté partout. Vous pouvez vous imaginer que beaucoup d'étudiants africains dans les universités ne savent même pas ce que un savant comme Cheikh Anta Diop a écrit. Justement. Alors ils ont des diplômes pour faire quoi? Des diplômes qui ne servent à rien. Voilà. Bon, professeur, on va observer une pause. Temps pour le métier de votre émotion. Non, mais surtout pour les... C'est pas une émotion. Les diplômes qu'on donne dans nos universités ne servent pas l'Afrique. Je le dis, je suis professeur d'université de rang magistral. Et je suis politologue, je suis historien, je suis germaniste. Donc, il ne faut pas prendre ça à la légère. J'aime mon peuple. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut changer. J'ai professé à l'université de Lyon. Lyon 2, j'ai professé à l'université de Berlin. Les programmes là-bas, ce n'est pas contre leur peuple. C'est pour leur peuple. Mais le programme chez nous, ce n'est pas pour nous. Donc, je pense qu'il faut qu'il y ait un débat au niveau universitaire dans nos pays pour voir comment est-ce qu'on peut changer. Changer les choses. Voilà. Il est important que dans toutes ces formations qu'on donne chez nous, en dehors de la transmission pure et simple de ce qu'on a appris à l'Occident, de voir quels sont nos besoins réels ici. Parce que même nos réalités. Absolument. Les ingénieurs que nous formons ici, parce que j'ai essayé de jeter un coup d'œil sur tout cela, en réalité, la formation d'ingénieurs qu'on donne ici permet à ce que les machines que nous importons de chez les autres puissent marcher chez nous. Or, les autres forment les ingénieurs pour fabriquer les machines et les ingénieurs commerciaux pour exporter ces machines chez nous. Donc, si nous ne faisons ça, c'est-à-dire que si nos ingénieurs sont formés ou bien nos techniciens juste pour appliquer ce qui est importé des autres, on va toujours rester en bas. Donc, ce qu'il faut, c'est déjà très bien, disons, ce qui se passe, mais il faut former les ingénieurs de telle manière qu'on leur donne des structures pour que ce qui sort de leur génie puisse être transformé en machine que l'on va vendre sur place et dans les pays africains. Vous n'allez pas éternellement dépendre des machines des autres. Il faut que vous puissiez créer vos propres machines. Donc, juste ce que je veux dire, c'est que ce soit du niveau du safety jusqu'au diplôme de l'ingénieur ne doit pas seulement être celui qui va appliquer ce que les autres ont déjà. Sinon, votre argent va toujours partir chez les autres. Je crois que on s'est compris. Bon, et c'est pour ça que dans tout ça, vous voyez, l'effort que nous essayons de faire au niveau de la fondation, probablement on va en parler. Oui, c'est que la rentrée scolaire-ci, j'ai demandé que les livres qu'on vend à la fondation, les livres scolaires, les autres, qu'on baisse tous ces prix-là pour permettre aux parents d'élèves quand même de souffler un peu.
Bon, mais ça, c'est une petite goutte d'eau, puisque la Fondation Afrique à venir, c'est à Bonabéry, sur l'ancienne route. Bon, ce n'est pas ailleurs. Bonabéry, c'est Douala, non? Oui, Bonabéry, c'est Douala, mais les gens vont te dire qu'il faut traverser le pont. En tout cas, s'ils traversent le pont, les livres de leurs enfants seront moins chers à cette rentrée scolaire. Il y a une image, lorsqu'on parcourt ce livre, 50 ans déjà, quand cessera enfin votre indépendance là? Vous ouvrez avec un hymne à la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Au peuple de Côte d'Ivoire. Vous êtes senti, c'est quoi? Pourquoi la Côte d'Ivoire? J'ai dédié ce livre parce que j'ai publié ce livre-là quand il y avait la guerre en Côte d'Ivoire. Et j'ai compris encore que, c'est que même maintenant encore, on fait des guerres coloniales chez nous. Quelqu'un vient de chez lui là pour enlever le chef d'État qui est chez toi. Parce que ce chef d'État ne lui plaît pas. Donc c'est avec la complicité de... Mais ça a toujours été avec la complicité. Vous savez, dans la tradition chez nous, on dit qu'un sorcier ne va jamais entrer dans ta maison si quelqu'un de ta famille ne lui a pas ouvert la porte ou la fenêtre. Ouais. Donc, c'est-à-dire c'est toujours avec les gens de chez toi. Mais en réalité, ça vient d'ailleurs. Donc, quand j'ai vu ce qui se passait en Côte d'Ivoire, moi, en tant que politologue, et que c'était encore possible dans les années 2010-2011, j'ai dit, mais c'est incroyable. Imaginez-vous que vous, les Camerounais, vous allez imposer à la France le président qui doit être en France. Et que si le président là ne vous plaît pas, vous envoyez vos militaires là-bas. Mais c'est là où je dis avec fermeté qu'il y en a marre. Il y en a marre des interventions des autres chez nous. Même si nos présidents sont bons, même si nos présidents sont mauvais, c'est notre problème. Ce n'est pas leur problème. Or, en réalité, leur problème, c'est notre sous-sol. C'est nos biens. C'est pour ça que même ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, ce qui s'est passé en Libye récemment, il s'agit de quoi? Il s'agit de nos sous-sols. Comment maîtriser, c'est-à-dire nos richesses que Dieu nous a données. J'ai donc dédié ce livre-là au peuple de Côte d'Ivoire parce qu'il a souffert énormément. Oui, dans sa chair. Il a souffert dans sa chair. Bon, donc je dis qu'aujourd'hui, en 2012, je n'ai pas encore entendu, à part quand maintenant ceux qui sont dans l'UPC aujourd'hui essaient de faire quelques petites manifestations là, je n'ai pas encore vu au niveau public qu'on a célébré ceux qui ont lutté pour qu'on puisse avoir au moins cette indépendance formelle. Donc, qu'est-ce que je dois vous dire? Ici à Douala, aller à la grande poste centrale. Vous avez encore le monument de Leclerc, ouais. Et non pas d'un résistant camerounais. C'est-à-dire qu'en 2012, nous sommes encore dans le sommet profond de la mémoire. Vous célébrez les héros des autres chez vous. Où se situe le problème? Parce qu'à un moment, vous parlez du gouvernement, de la communauté urbaine et des mairies. Où se situe le problème? Mais à tous ces niveaux-là. Les mairies doivent, et la communauté urbaine doivent débaptiser les rues, enlever les noms des colons et mettre les noms des héros. Est-ce que c'est facile pour un maire de... Je vous dis que Afrique à venir, que j'ai créé, l'organisation Afrique à venir internationale, nous faisons ce travail-là en Europe. En Allemagne, nous avons déjà réussi à convaincre les mairies de débaptiser au moins 2 rues, d'enlever les noms des anciens colons et de mettre les noms des résistants africains. Pourquoi on ne doit pas pouvoir faire ça ici? Sauf que, bien sûr, on va faire les réunions, ils ne vont jamais m'inviter. Parce qu'on n'est pas encore, mais c'est quoi ça? Ce n'est pas seulement en Douala, c'est sur l'ensemble de la République. Hein? C'est que là où je vois le clerc, là, ce n'est pas Douala Mangabel qui devrait être là-bas, ce n'est pas son monument qui devrait être là-bas. Hein? Où est le monument de Wandji à Bafoussam? Ernest Wandji, où est son monument? Où est le monument de Omniobé à Yaoundé? Vous avez déjà vu ça? Du tout. Mais alors on attend quoi? Ras-le-bol. Vous ne pouvez pas, c'est-à-dire que supprimer la mémoire d'un peuple comme ça et dire que vous êtes indépendant. Donc vraiment ça c'est un appel de cœur que je pense, que je lance à ceux qui sont sur ces postes-là de levier de commande, de se dire que même pour eux-mêmes, c'est important. Vous savez, le président Amadou Ahidjo, quand il était président, partout où il allait, on chantait l'hymne camerounais. Et quand on chantait l'hymne camerounais, on disait « Peu à peu, tu sors de ta sauvagerie ». C'était ça l'hymne camerounais. Peu à peu, tu sors de ta sauvagerie.
Alors lui-même, il avait honte. Jusqu'à ce qu'il a dit que non, il faut changer ça. Donc je dis que ceux qui sont au pouvoir, à différents niveaux, qu'ils essaient de voir comment on peut célébrer nos héros. Quand tu viens dans une ville, tu vois qui a lutté depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui pour que nous soyons quand même là où nous sommes et qu'on puisse pouvoir aller plus loin. Ok. Bon, professeur, il y a cette image aussi. Vous dites que votre maman, parce que votre père, Ndoumbé III, le fils de Locke Priso, on aura le temps d'arriver. Votre maman, par peur des représailles, a caché tous les documents de votre père Ndoumbé III. Caché. Pour vous, pour sauver, hein, pour préserver la vie de ses enfants. C'est-à-dire qu'une fois, je suis... C'était la terreur à l'époque? C'est-à-dire que je suis rentré d'Europe une fois et j'ai dit à maman, bon, je voudrais voir le document de mon père parce que je savais que mon père écrivait beaucoup. Mon père, à l'époque, il est mort en 1957, mais il parlait l'allemand, il parlait le français, il parlait l'anglais, il écrivait. Donc j'ai demandé à maman, je veux quand même avoir ces documents, ça m'intéresse, d'autant plus que j'avais commencé à faire des recherches sur les documents de ma famille en Allemagne. Oui. Et c'est là qu'elle m'a dit qu'elle n'a pas. Je dis, mais comment? N'est-ce pas, les documents de papa, ça traînait toujours partout. Et c'est là où elle m'a raconté que, tu sais, à la veille de l'indépendance, là, c'était très difficile. Mon père est mort en 1957 et elle disait que la police faisait souvent irruption à la maison. Il cherchait des choses. Tout document compromettant, comme il disait. Voilà, donc comme mon père était membre de l'UPC, tout ça, alors il s'est dit non, tout ça, elle va mettre dans elle a mis ça dans une boîte d'aluminium et elle a creusé un grand trou à la maison et elle a mis, bon, moi je ne sais pas où est ce trou là aujourd'hui. Parce que, et je lui dis, mais pourquoi tu as fait ça? Elle dit, mais comment? Moi je devais vous faire grandir. Je devais vous faire grandir. Imagine-toi avec toute la brutalité de la police là, s'il m'arrivait quelque chose, s'il vous arrivait quelque chose, il fallait que... C'est-à-dire que quand ils viennent, qu'ils ne trouvent rien. Comme ça, j'étais sûr que vous alliez pouvoir... J'allais vous faire grandir. Puisque elle connaissait ça. Je vous ai parlé du gouverneur Berthaud. Ils avaient l'habitude d'envoyer des gens à la maison, la police à la maison, pour chercher mon père, qu'il a fait ceci ou cela, etc. Bon. Mais c'est quand même terrible que vous êtes dans votre pays, chez vous. Vous voulez vous battre pour votre pays. Et c'est vous qui devenez la personne non grata, la personne qu'il faut attraper, qu'il faut assassiner dans votre pays. C'est là où je dis que c'est ça le défi à relever. C'est ça le défi à relever. Et que même aujourd'hui, vous savez, le Camerounais, quand on voit que dans l'administration, parfois quand on voit un fonctionnaire qui est très assidu, qui travaille très bien, on l'enlève. Oui. Parce qu'il ne fait pas manger tout le monde. Vous vous rendez compte, lui, il est là, il veut travailler pour... C'est un patriote. Donc, c'est pour ça que je dis qu'en réalité, nous devons tout faire avec beaucoup de générosité, mais nous devons faire à ce que on mette les gens qui sont des patriotes au poste de commandement. Oui. Et non pas les gens qui veulent s'enrichir là pour eux-mêmes. Voilà. Vraiment, on en a ras-le-bol. Dieu nous a tout donné dans ce Cameroun. Vous avez un beau pays. On dit l'Afrique en miniature. Vous avez un sous-sol généreux. Vous avez tout. Alors mettez donc au poste de commandement ceux qui ont mal pour leur pays. Et non pas ceux qui veulent s'enrichir vite là pour amener l'argent à gauche et à droite. Ils ne peuvent même pas utiliser tout cet argent. Oui. Vous n'avez pas deux ventres, vous avez un ventre. Alors vous allez manger jusqu'à combien? Cet argent-là, même les gens... Et je crois que l'histoire africaine a montré que souvent, quand ces gens meurent, leur argent, c'est sur des comptes numérotés là que personne ne trouve même dans ces pays-là. Voilà. Professeur, vous parliez là de votre père, Ndoumbé III, le fils de Locke Priso, Mambapé, qui a refusé, hein, parce que le 12 juin, les autres, King Akwa, Di Kampondo, King Ben, Ndoumbé Loba, et le King Dido, Dim et Kola, ils ont, entre guillemets, accepté l'irréparable. C'est chacun qui est libre. Donc vous regrettez, et ils ont accepté Locke Priso. Parlez-nous un peu de votre grand-père Locke Priso. On ne le connaît pas beaucoup, en dehors de des historiens. Pourquoi ça? Pourtant, c'est lui qui a résisté. Mais
on ne peut pas connaître mon grand-père Locke Priso parce que le Cameroun n'écrit pas l'histoire des héros. Jusqu'aujourd'hui. Même si on a dit Douala Mangabel héros, les autres héros, qu'est-ce qu'on fait pour eux? On fait quoi? Même quand on a vu dernièrement encore, quand Douala Mang, on a célébré, où étaient les autorités? Donc, bon, pour répondre à votre question, lorsque les Allemands sont venus ici, quand Bismarck a envoyé les Allemands pour prendre le territoire camerounais, signer les contrats avec... nous étions déjà en négociation avec la Grande-Bretagne depuis 40 ans. Depuis 40 ans que les chefs Sawa négociaient le transfert de souveraineté, parce qu'ils se disaient, s'ils transfèrent la souveraineté, le pays sera modernisé. En contrepartie, donc, ils peuvent donner des concessions. Les Anglais ont toujours refusé de signer. Bismarck saute donc sur l'occasion. Il se dit que, bon, il va d'abord réunir tous les Européens pour dire aux Européens, attendez, maintenant, là, on a besoin de l'Afrique. Si on va les uns contre les autres, on ne va pas réussir. Il faut que nous tous, on soit d'accord autour d'une table à Berlin. Et maintenant, notre feu, les Anglais, les Allemands, les Français, tous, on va diriger le feu contre les Africains. Comme ça, on va les abattre. Bon. Et c'est là qu'il a donc envoyé Nachtigal ici, chez nous, là, ici à Douala, pour négocier, pour signer les contrats. Et là, c'est là où mon grand-père, dit que Locke Priso dit que l'histoire là sent mauvais. Comment est-ce que nous négocions avec les Anglais depuis 40 ans? On a dit conditions, vous ne touchez pas à nos terres, vous ne touchez pas à nos marchés, etc. Vous ne touchez pas à nos coutumes. Les Anglais refusent de signer. Comment les Allemands viennent là tout d'un coup et ils acceptent de signer? Mon grand-père a dit que lui ne signe pas. Le fameux traité du 12 juillet 1884. Bon, c'est vrai, Ndumba Lobe a signé. Dikampondo a signé. Jim Kwala ont signé. Mais lui, il a dit que lui, il ne signe pas. Et c'est là que les Allemands disent, bon, tu n'as pas signé, mais on met quand même le drapeau chez toi, de l'autre côté du fleuve. Et là, je dis que comment? Et vous avez entendu ma soeur, je ne savais même pas que ma soeur connaissait cette histoire. Elle qui n'est pas historienne, etc. Effectivement, dans notre enfance, on nous a dit que non. Le grand-père a dit, arrachez-moi ce tableau-là et jetez ça dans le fleuve. Mais dans mes recherches, ce que j'ai trouvé, c'est qu'en réalité, il a écrit une lettre le 28 août en disant aux Allemands, moi, j'ai refusé votre argent de la corruption. Vous avez voulu me donner l'argent pour que je signe. J'ai dit, je ne signe pas. Bon, maintenant, s'il vous plaît, enlevez votre drapeau là. Vous ne l'enlevez pas, je vais l'enlever moi-même, je vais le déchirer. Alors, effectivement, c'est dans la recherche maintenant que j'ai trouvé que c'est la nuit que les Allemands sont venus parce qu'ils ont eu peur que le drapeau allemand soit souillé. Ils ont donc eux-mêmes, la nuit, descendu le drapeau et ils ont attaqué donc Bonabéry. Et les fidèles de Locke Priso qui avaient... le bâtiment de guerre, Olga. Exactement. Ben oui, exactement. Je raconte tout ça dans, effectivement, mon livre, là, 50 ans déjà, quand ce sera enfin votre indépendance. Ils ont donc bombardé, il y avait 300 soldats de la marine allemande qui ont donc bombardé Bonabéry, etc. Mais ils ont trouvé une ville déserte. Il n'y avait personne à Bonabéry parce que stratégiquement, Locke Priso avait fait évacuer tout Bonabéry. Enfin, ce n'est pas seulement Bonabéry, c'est Bel, c'est beaucoup plus grand parce que l'influence de Locke Priso à l'époque allait jusqu'à Kumba, jusqu'à Limbe. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les Allemands viennent donc, ils trouvent le palais vide. Ils disent, on va quand même bombarder ce palais. Mais attendez, il faut que j'aille. Le consul allemand dit, il faut que j'entre pour voir s'il y a quelque chose d'intéressant. Il vient donc. Il trouve sur le Tanguay royal. Le Tanguay royal, c'est-à-dire c'est la proue princière qu'on met devant les pirogues ou les bateaux. Et il dit, quel beau Tanguay, ça c'est mon butin de guerre, je vais l'amener à Munich. Et j'ai une photo où je suis donc allé à Munich avec ma fille parce que je voulais voir où est ce Tanguay. Et j'ai découvert ce Tanguay au musée d'ethnologie de Munich. Et j'ai dit aux Allemands, vous allez me rendre le Tanguay de mon grand-père. C'est un butin de guerre. Vous ne l'avez toujours pas, hein? Qu'est-ce qui coince donc? C'est une lutte de longue haleine. Actuellement, il y a 75 organisations allemandes qui m'aident. Et je crois que je vais essayer, je vais demander que le gouvernement camerounais m'aide quand même aussi. Il faut que ce Tanguay rentre au Cameroun. C'est un symbole. C'est un symbole. Et vous savez, il y a quand même des lois aujourd'hui qui disent que les butins de guerre culturelle doivent rentrer dans leur pays d'origine. Justement. Bon. Donc c'est une lutte de longue haleine.
Eh bien, c'est une Vous lutte avez espoir. symbolique. Oui. C'est une lutte symbolique. Le tanguay de mon grand-père va rentrer à Bonaveri. Un autre symbole, vous avez décidé dès lors que toutes vos œuvres littéraires, il y Absolument. aura le tanguay sur la couverture. Tous mes livres que je publie. Voilà justement le tanguay, oui. Tous mes livres que je publie, vous voyez ici, c'est sur Oui. 50 ans. Tous mes livres porteront ce tanguay jusqu'au jour Voilà le où- tanguay, voilà on peut le Oui. voir là. Oui. Ce tanguay. D'abord, les Allemands me disent, non, il est très beau. Et puis, ça fait depuis 100 ans que nous sommes en train de l'entretenir. À l'époque, le ministre allemand de la culture dit qu'il a une valeur de plus d'un demi-million de Deutschmark. On ne peut pas vous rendre ça. Je dis, comment? Est-ce que c'est vous avez acheté ça? Il faut me le rendre. J'ai donc décidé que tous les livres que je vais publier Oui. porteront ce tanguay jusqu'au jour où le tanguay sera rentré au Cameroun. Voilà. J'essayais seulement de vous expliquer, que la structure même de la culture africaine, c'est comme les enfants. Ce n'est pas seulement les enfants qui sont sortis de vos reins qui sont vos enfants en Afrique. Oui, je suis d'accord. L'enfant de ta sœur, c'est ton enfant. L'enfant de ton frère, c'est ton enfant. Nous avons une autre conception de la communauté. Oui. Et je crois que c'est ça la différence fondamentale avec les autres qui ont tellement individualisé les choses. En Europe, l'enfant, c'est l'enfant, ton enfant. L'enfant de ta sœur, ce n'est pas ton enfant. Parce que, Prince, ici en Afrique, beaucoup plus, il y a des conséquences très, très désastreuses. Hein, parlant de la polygamie. C'est vrai que quand c'est réussi, on est content. La famille africaine, c'est-à-dire les membres de la famille et tout, il y a cette chaleur-là, il y a cette convivialité. Il y a tout. Mais des fois aussi, il y en a qui en tirent, je veux dire, des souvenirs très amers. Des souvenirs très amers. Comment vous faites donc pour... Je suis d'accord avec vous. Mais vous savez, ça c'est la vie des hommes. Quand vous allez à Berlin, un jour j'ai lu les statistiques, j'ai eu froid au dos, que 50% des mariages sont séparés après 3 ans. Divorce, oui. Divorce. Oui. Alors, est-ce que ça, c'est une réussite? Non. Donc, nous sommes des êtres humains. On essaye, selon les sociétés, de voir comment on peut faire. Oui, d'accord. Je crois vraiment que c'est ça. Parce que dans un mariage, dans les mariages polygamiques, en Afrique, par exemple, vous avez... Tiens, tenez Cheikh Modibo Diarra, qui est premier ministre aujourd'hui du Mali. Vous savez que c'est à la NASA. Oui. Quand il a écrit son autobiographie, il a dit que son père était polygame, mais ce n'est pas sa mère qui l'a élevé. C'est plutôt la coépouse de sa maman. Ouais. Donc c'est ça l'Afrique. Et on veut nous arracher tout cela. Et c'est là où moi, tout intellectuel que je suis, je me lève, je dis attention, il y a quelque chose qui cloche. Ce qu'il y a, c'est que dans tout cela, ce n'est pas une question de polygamie ou une question de monogamie. Je crois que ce qu'il y a, c'est de trouver l'âme sœur. De trouver l'âme sœur, et si vous avez la chance de trouver l'âme sœur qui vous donne donc cette joie de vivre, cette tendresse, de trouver l'âme sœur aussi qui regarde dans la même direction. Parce que, par exemple, aujourd'hui en Afrique, où on a des défis majeurs à relever, j'ai toujours dit à tous ces jeunes, soyez des femmes dignes pour accompagner vos maris, parce que maintenant, l'Afrique est dans une phase où on a besoin de femmes africaines fortes, qui voient loin. Parce que c'est vous qui accouchez, ce n'est pas l'homme. Et c'est vous qui déterminez comment l'enfant doit devenir, beaucoup plus que nous. Donc, en réalité, ce que moi, je demande, c'est qu'on ait des femmes qui comprennent, c'est-à-dire qui comprennent où va l'Afrique aujourd'hui et qui font à ce que les enfants sont élevés dans cette direction-là. Comme ça, vous allez nous aider tellement, nous les hommes. C'est-à-dire que si on peut se rencontrer sur ce chemin-là de la libération du peuple africain, mais parce que c'est notre génération, c'est un destin de cette génération. Donc c'est ça. Moi, je voudrais que vous nous parliez de vous. Votre sœur a dit que vous étiez très têtu quand vous étiez petit. Très têtu. Je suis toujours très têtu. C'est vrai ça? Mais vous ne voyez pas que jusqu'à l'âge que j'ai, vous n'avez jamais entendu qu'on m'a nommé quelque part. Mais c'est dû à quoi? Non, mais parce que je sais ce que je veux pour l'Afrique. Oui. Et que, bon, si ce n'est pas ça, laissez-moi tranquille. D'accord. Alors, moi, c'est pour ça qu'on dit têtu. Ça dit que
vous voyez, il a parlé d'un livre au reportage tout à l'heure, mon petit livre là, j'ai 24 ans, Testament d'un jeune Africain. À l'âge de 24 ans, j'ai déjà écrit ce que je voulais pour l'Afrique. Et je disais que ma vie se confond avec la libération totale du peuple africain. Bon, maintenant, ne venez pas me déranger si ce n'est pas ça. C'est là où on dit que je suis têtu. Non, mais je sais où je vais et ce que je veux. Et le fameux Tanguay, là. Voilà, ça c'est le Tanguay des Bélé. Oui, on revient sur le Tanguay. On avance, oui. Voilà. Oui, bon, le Tanguay, c'est en réalité depuis 1994, quand, disons, les rituels ont été faits sur mon corps, en tant que prince Bélé, c'est là que la famille a décidé que le Tanguay sera mon effigie. Oh. Et c'est pour ça aussi que je demande aux Allemands de me retourner ce Tanguay. Ils vous entendent. Ils sont obligés de m'entendre. Voilà. Oui. Voilà, merci. Bon, Prince, on va revenir sur une image, hein, je l'ai dit, on est encore là. Vous parlez des martyrs dans votre Afrique. Un tableau, les martyrs africains de janvier. Ah oui. Patrice Emery Lumumba, assassiné le 17 janvier 1961. Olympio, le Togolais, Sylvanus Olympio, le père de Gilles Christ, assassiné le 13 janvier 1963. Ernest Wandier, assassiné le 15 janvier 1971. Amilcar Cabral, assassiné le 20 janvier 1973. Oui. Vous avez appelé ça les martyrs africains de janvier. Oui, je ne sais pas pourquoi tous ces gens ont été assassinés au mois de janvier. Je sais seulement que chaque fois que une de ces personnes a été assassinée, j'ai écrit une pièce de théâtre pour reconstituer ce qui s'est passé. Oui. Et je suis vraiment très reconnaissant à Dieu parce que en 1968, j'ai écrit une pièce de théâtre sur Lumumba. J'étais encore tout jeune. J'étais en première année de faculté. Et cette pièce aujourd'hui, vraiment, elle est très... Bien sûr, ça c'était en allemand, ça a été apprécié. Ernest Wandier, je n'étais même pas au Cameroun, mais j'ai vu les images, ce qui s'est passé, j'ai dit, c'est pas possible. À Bafoussam. À Bafoussam. J'ai dit, c'est pas possible. Alors, j'ai écrit une pièce de théâtre sur Ernest Wandier. Le titre, c'est Le soleil de l'aurore. Bon, vous avez encore dit Amilcar Cabral. Amilcar Cabral de Guinée-Bissau. Oui. Là aussi, j'ai vu, mais j'ai dit, mais c'est pas possible qu'on fasse des choses comme ça. Donc, quand on l'a assassiné, pratiquement une semaine après, j'ai écrit une pièce de théâtre sur Amilcar Cabral. Et pour... Oui, allez-y. Disons, pour... Et aujourd'hui, quand on lit ces pièces de théâtre, on comprend ce qui s'est passé à l'époque. Parce que sinon, c'est trop tard. Bon, je ne sais pas, hein, c'est venu comme ça. Et je me suis donc rendu compte que comment tous ces gens-là, on les a assassinés au mois de janvier. Donc, qu'est-ce qu'il y a avec ce mois de janvier et les martyrs africains? Qu'est-ce qu'il y a? Et d'ailleurs, vous avez consacré, je crois, Lumumba 2. Hein, vous avez donné le nom, Patricia. Oui, Patricia. Votre fille. Ah, oui. Celle qui est juge à Paris. Elle s'appelle Patricia. Par rapport à Patrice Lumumba. Si elle avait été garçon, c'était Patrice. Mais comme elle était une fille, et c'était ma première fille, je l'ai appelée donc Patricia. Mais sur son album de naissance, c'est très bien expliqué que c'est Patrice Lumumba. Et j'ai un ami en République démocratique du Congo qui m'a rendu visite il y a 2 semaines, un ami que je n'avais pas revu depuis 40 ans. Et effectivement, je suis le parrain de son fils qui s'appelle Patrice Lumumba. Vous traînez beaucoup le passé, je vais dire forcément, il y a une suite. Il y a un autre de vos fils qui s'appelle Kiops. Oui. Et le Kiops, c'est le lieu dans lequel vous allez très souvent vous détendre. Parce que quand nous, du moins des gens de ma génération qui vivent en Douala, quand on entend parler de Kiops, forcément ça nous rappelle une boîte de nuit. Est-ce que c'était la boîte de nuit la plus chaude à l'époque, où le prince allait souvent se détendre et tout? Vous savez, j'ai un fils qui s'appelle Khéops. C'est le pharaon d'Égypte. J'ai un fils qui s'appelle Ménès, aussi pharaon d'Égypte. J'ai une fille qui s'appelle Néfertiti. C'est-à-dire, bon, parce que... Néfertari, oui. Bon, grâce aux révélations de Cheikh Anta Diop, où on a compris que ces pharaons-là étaient des pharaons noirs, que ce n'étaient pas des blancs comme on nous montre dans les films faits par les blancs. Ça, c'est le mensonge encore, n'est-ce pas, utilisé au niveau de la communication. Bon, donc, c'est pour ça que mes enfants, et vous savez, ce sont des responsabilités quand on porte un nom comme ça.
Ce sont des responsabilités et ils doivent assumer. Ouais.